Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui je reçois Manon qui a écrit le livre Le guide de l'entrepreneuriat au féminin. Elle nous parle justement d'entreprendre en tant que femme, mais aussi ce lien avec les hommes parce qu'on n'exclut personne. Elle nous parle de son parcours entrepreneurial, elle nous parle de la notion de s'écouter, d'apprendre à se connaître pour se lancer. Elle nous donne plein de conseils. Enfin, je vous laisse écouter l'épisode parce qu'elle en parle beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite une très belle écoute. Et puis j'ai retrouvé un petit mot dans lequel il disait ouais, quand je serai plus grande, j'écrirai un livre. Et un gros livre, etc. Bon, ben moi c'est un petit pavé quand même. Et je me dis waouh et tout. C'est comme si j'avais un peu à cette époque-là la mémoire du futur en fait, comme si j'avais prédit que j'allais écrire un livre un jour, etc. Alors que je me destinais pas forcément à ça. J'ai pas fait des études littéraires ni quoi que ce soit, pas le profil classique d'écrivain que l'on nous donne à voir. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, d'aller se plonger un petit peu dans ce qu'on faisait enfant, parce que ça peut donner plein de... Enfin, on peut avoir plein de petits clins d'œil quoi, sur ce qu'on fait actuellement, se dire « Ah ouais, quand même, il y a des points similaires, etc. » Bonjour Manon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial, mais aussi de ce que tu apportes aujourd'hui à toutes ces femmes, hommes aussi peut-être, tu nous en diras plus après, que tu accompagnes justement en tant que solopreneur, entrepreneur, et de ton livre que tu as sorti récemment qui s'intitule, je l'ai à côté de moi, Le guide de l'entrepreneuriat au féminin. Merci pour ton invitation, Alexane, et bonjour. Ravie d'être ici. Avec plaisir. Bon, pour réexpliquer le contexte un petit peu, j'ai reçu ton livre par ton éditeur. Ça m'a fait très, très plaisir et je me suis dit: «Mais quoi de mieux que d'organiser en fait un podcast pour que tu nous parles de ton parcours, que tu nous parles de la création de la rédaction de ce livre, de comment ça s'est passé pour toi et qu'on comprenne un petit peu mieux tout ce cheminement». Donc je vais te laisser la parole pour ma première question qui est un peu habituelle dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, avec l'entrepreneuriat et enfin professionnel, personnel, ce que tu as fait, avant d'en arriver à qui tu es aujourd'hui? Ok, avec plaisir. Alors, j'ai un parcours qui peut sembler atypique pour certains, certaines, mais assez classique pour d'autres, hein. Dans l'entrepreneuriat, souvent, il y a des profils très divers et variés. Euh, Au départ, je me destinais plutôt à faire du social, voire même à travailler dans la fonction publique, parce que je me destinais plutôt à de l'enseignement. Donc mes premières années après la fac, ça a été auprès de publics de jeunes é- étudiants, lycéens, qui étaient en réinsertion professionnelle et scolaire, en décrochage parfois, et qui avaient aussi, pour certains, besoin de cours de français qui étaient nouvellement arrivés en France. Donc j'avais plusieurs casquettes, à la fois un peu conseillère à l'insertion, enseignante pour faire un peu de remise à niveau, et puis enseignante de FLE, de français langue étrangère. Et donc j'étais passionnée par ce que je faisais, c'était assez multitâche, et le public que j'accueillais vraiment, il y avait des profils très hétérogènes, et c'était très intéressant.
Vraiment, j'étais passionnée et très, très investie. Il faut dire aussi que j'avais fait, pendant mon parcours universitaire, une spécialisation aussi dans les pédagogies alternatives, du type pédagogie freinée, coopérative et cetera et donc je trouvais vraiment le moyen de réinvestir, tout ce qui m'avait passionnée pendant mes études dans mon travail. Bref, mon travail me plaisait et puis à un moment donné, je suis devenue maman, j'ai suivi mon mari aussi qui a été muté, qui lui est enseignant et donc je n'ai pas retrouvé ensuite, le même poste, que celui que j'avais jusque-là ou en tout cas ça m'aurait fait faire, des kilomètres, juste, incompatibles avec, ma nouvelle vie de maman et puis, voilà, c'était une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi et heu, de m'occuper de ce rôle très important, hein, de devenir maman, qui chamboule tout dans une vie. Donc du coup, la solution pour moi, pour qui c'était très important de travailler, ça a été en fait, de faire n'importe quoi, mais de travailler quand même, pourquoi pas en étant auto-entrepreneur. Donc comme on disait à l'époque, maintenant on parle de micro-entrepreneur et donc l'idée c'était de travailler de chez moi, de pouvoir faire les horaires que je voulais, de pouvoir mettre un tout petit peu ma fille à la crèche, mais pas trop, pour pouvoir être là pour elle, profiter d'elle, la voir grandir et donc c'est ce que j'ai fait et en fait, pour moi, peu m'importait, le domaine. Je me faisais suffisamment confiance dans le fait que, voilà, je sais que si c'est pour moi, je vais m'investir, je vais me former, je vais, et je me sentais capable de me lancer dans à peu près, n'importe quoi. Parce que ce qui était important pour moi, c'était de ne pas être juste une maman, une femme au foyer et j'avais vraiment besoin, parce que j'ai eu l'habitude de ça tout au long de mon parcours, mais de travailler. Pour moi, c'est important de m'accomplir de cette façon. Donc je me suis lancée au départ en 2012 dans, de la création d'articles, de décoration. Donc j'ai eu un site internet, une boutique en ligne, un blog aussi. Je faisais des rubriques, dans des magazines de travaux manuels. Voilà, je faisais un peu de do it yourself aussi que je partageais. J'organisais des événements aussi autour du fait main. Enfin voilà, c'était, hyper intéressant. Je me suis mise à exercer, peut-être, 50 métiers à la fois, vu tout ce qu'il fallait faire, que je n'imaginais pas au départ, mais qui était passionnant et puis, eh bien, très vite, je me suis rapprochée d'autres femmes entrepreneurs comme moi et avec qui vraiment, il y avait une dynamique commune. Il y a des liens assez forts qui se sont créés, des entrepreneurs avec qui, voilà, aujourd'hui on est en 2022, ça fait plus de 10 ans que je suis en contact avec elles et qu'on a, gardé ces liens. Des fois, on ne s'est jamais rencontrés en physique, mais à distance et enfin voilà. On a été animés par, voilà des aspirations communes en fait et puis voilà, j'ai fait ça quelques années, mais au bout d'un moment quand même, je trouvais ça dommage de ne pas réinvestir mes compétences, tout ce que j'avais étudié, tout ce que j'avais, expérimenté aussi, pendant mes premières années, en tant que salariée, qui me passionnaient, dans lequel j'avais vraiment de bons retours et je trouvais que c'était du gâchis et puis j'avais aussi un besoin de sens que je n'arrivais pas à combler, dans cette activité-là de création d'articles de décoration, do it yourself et cetera. C'était pas suffisant pour moi pour me combler et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mix de ces diverses expériences. Donc j'ai voulu, me replonger dans l'accompagnement parce que j'adorais ça et à la fois, j'avais mis un pied dans l'entrepreneuriat, j'avais été en contact avec plein de femmes entrepreneurs, je m'étais formée aussi autour de tout ce que nécessitait l'entrepreneuriat et j'ai continué, dans ce sens bien sûr et je continue, toujours. Mais j'ai voulu combiner les 2 et c'est pour ça que je me suis mise en 2015 avec, la création d'Ambition Plurielle à accompagner, en particulier des femmes parce que voilà, il y avait quelque chose que j'avais saisi qui était commun à nous toutes, en particulier des femmes en quête de reconversion professionnelle, mais aussi de création et de développement d'entreprise. OK. Donc voilà, donc ça a été du coaching, mais aussi, de la formation professionnelle. OK, c'est hyper riche. J'étais en train de prendre des notes en même temps. Super.
Et donc du coup, donc depuis 2015, donc on est en 2022 aujourd'hui, tu accompagnes les femmes en reconversion, en quête de sens, en quête de créativité, et uniquement sur des parcours entrepreneuriaux ou aussi des femmes qui sont salariées? Alors, pour les personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle, ça va être plutôt, du côté du coaching et ça, c'est vraiment des personnes qui vont se questionner sur ce qui leur correspond. Bien souvent, j'ai des profils, qui de personnes avec des parcours atypiques, qui ont fait, des choses diverses et variées au cours de leur parcours et qui n'ont jamais vraiment ressenti de satisfaction, qui ne se sont jamais totalement senties épanouies dans ce qu'elles faisaient et chez qui, en fait, parfois, il manque quelque chose et donc je les aide à identifier justement ce qui va, être leur, mission, en fait, à travers leur, activité professionnelle. Même si ça aussi, c'est pas définitif, c'est pas figé, ça peut être évolutif. Mais, à trouver quelque chose qui puisse être suffisamment, flexible, évolutif avec elles, mais qui va faire sens et qui pourra être le point commun de tout ce qu'elles, voudront proposer, qu'on peut retrouver aussi dans quelques missions qu'elles ont pu avoir jusque-là et qui a fait sens pour elles, qui ont fait sens pour elles, pardon. Donc, voilà et donc j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle. C'est souvent des profils multipotentialistes, donc qui ont touché à plein de choses, hein. Donc, ça va dans le sens de profils atypiques dans la continuité, mais dans le sens où elles sont passionnées par plein de choses à la fois aussi. Et pour elles, bah, ce qu'on leur a appris, ce qu'on a l'habitude de leur montrer, c'est qu'il faut choisir. Il faut choisir un domaine, une spécialité et rester dedans. Et donc pour elles, ça signifie renoncer à d'autres choses qui les passionnent et donc c'est très difficile de faire ce choix. Donc en fait, ensemble, on va essayer de comprendre, bah, en fait, au fond, qu'est-ce qui les anime à travers toutes ces différents domaines, ces différentes disciplines qui les intéressent, qui les passionnent et comment éventuellement elles peuvent réunir tout ça. Pourquoi pas dans une création d'activité ou pas, hein, ça peut déboucher parfois sur, un autre poste mais qu'elles vont imaginer, envisager différemment. Et voilà. Et après sinon, j'accompagne aussi des personnes qui sont salariées et qui réfléchissent à un projet entrepreneurial qu'elles ont besoin de peaufiner, de préparer, d'optimiser pour se sentir en confiance et sereines à l'idée de se lancer et pourquoi pas alors après, il y a plein de cas de figure, hein. Ça peut être, faire une transition, commencer son projet en parallèle de son activité salariée ou, se lancer directement, pleinement dans cette entreprise. OK, c'est passionnant. J'aime beaucoup, ce que tu as dit, tout à l'heure, en fait, dans la société, on nous dit qu'il faut choisir Mmh d'être, mh. une personne, de faire tel métier, de faire ci ou ça, et que donc du coup, ça inclut, pas les personnes qui sont multipotentialistes et qui ont envie de plusieurs projets à la fois. Ça les frustre beaucoup, ça leur induit qu'elles doivent renoncer à quelque chose pour, coller à cette image, et à ce que la société nous inculque. Et donc du coup, c'est, je trouve, hyper important de montrer à ces femmes, et moi j'en ai fait partie, que tout est, enfin, que c'est possible de réunir tous leurs projets, de réunir toutes leurs passions, et d'en faire quelque chose de grand, de beau et de réalisable surtout, pour qu'elles puissent s'épanouir parce que, ben, on passe la majorité de son temps, à travailler, dans notre journée, et donc ben, il faut à la fois être bien, dans sa vie perso, mais aussi bien dans sa vie pro, et tout ça est en lien finalement pour trouver cet, équilibre de vie. Tout à fait, tout à fait. Et ça compte vraiment pour moi le bien-être au travail, l'épanouissement au travail parce que comme tu l'as dit, on y passe quand même beaucoup de temps et ça peut impacter, tout le reste, selon si on s'y sent bien ou pas. Donc pour moi, c'est très important. J'ai été beaucoup, sensible et témoin, de personnes en fait pour qui ça n'allait pas, dans leur travail ou qui ne se sentaient pas à leur place ou, qui gâchaient en fait des talents, des compétences qu'elles avaient et qu'elles ne pouvaient pas réutiliser, et donc en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, une voie qui permet d'exprimer tout un tas de choses, que l'on ne nous aurait pas permis d'exprimer autrement.
dans un emploi salarié préexistant avant qu'on arrive et qui consiste en une case dans laquelle il faut rentrer quoi, coûte que coûte. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat pour moi, c'est une voie qui offre, beaucoup de possibilités, à cet égard et c'est pour ça que je Mmh. suis autant passionnée par cet acte d'entreprendre. Yes, enfin, je te rejoins complètement, au départ, je m'étais lancée à côté de mon travail et je pense que c'est une des solutions qui peut être possible pour voir si ça nous convient et cetera. Mmh mh. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer à temps plein parce que j'avais vraiment envie de développer plein de projets et qu'avec un boulot, en tant que salarié à plein temps, plus le temps de faire, autant de projets à côté. Et vraiment je trouve que c'est, effectivement une des voies qui permet, de vraiment s'exprimer. Mais effectivement, elle correspond pas à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont pas besoin, d'exprimer autant de créativité et qui, n'ont pas, par exemple, envie, de cette autonomie, de gérer plein d'activités différentes parce que, bah, quand on est entrepreneur, on gère aussi sa compta, on gère son admin, on gère sa com, on a un petit peu toutes les casquettes, tous les profils et ça correspond pas à tous. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui, se sentent, plus créatifs, qui ont besoin d'autonomie, qui ont peut-être du mal avec une hiérarchie potentielle, peut-être que c'est une bonne, question à se poser: «Est-ce que c'est fait pour moi?» Je voulais qu'on axe un petit peu, sur, ton livre, par la suite. Quand est-ce que c'est arrivé ce projet-là et comment tu l'as construit? Comment, l'idée s'est faite? Comment, est-ce que tu as été contacté par l'éditeur pour, créer ce livre? Comment ça s'est passé? Alors en fait, la jeunesse de ce livre, c'est qu'il y a quelques années, j'ai sorti un premier livre en auto-édition, OK. qui s'appelait «Ne me définissez pas, je m'en charge, petit manuel d'autodétermination professionnelle au féminin». Donc ce livre-là, j'avais tenté quelques petites tentatives pour le faire, publier chez un éditeur, mais je n'avais pas de contact, j'avais pas la procédure, j'avais pas les codes, j'avais pas plein de choses et j'étais tout simplement aussi une inconnue, et voilà. Mais en fait, c'est un livre que j'avais pris le temps de rédiger. J'avais mis peut-être 1 an et demi parce que du coup, j'ai tout fait moi-même à ce moment-là et ça a pris un certain temps. Donc j'avais presque pris 1 an et demi pour, de A à Z et pour moi, c'était vraiment vital de le faire, ce livre. C'était devenu, ouais, un besoin viscéral, de l'écrire parce que j'avais tellement, heu, eu à été témoin, en fait, d'accompagnements pendant lesquels il y avait des déclics, incroyables qui s'étaient passés, pendant lesquels, je voyais petit à petit mes clientes, s'affirmer davantage, heu, elles s'autorisaient à prendre leur place dans le monde du travail et cetera. Enfin et du coup, ce que ça produisait comme effet bénéfique, moi je me dis: «Mais c'est pas possible, il faut que» et puis j'ai créé beaucoup d'outils aussi, de processus aussi de réflexion et donc je me suis dit: «Bah, il faut absolument que je regroupe ça dans un livre et que je le rende accessible au plus grand nombre». Parce que moi, en termes d'accompagnement individuel, parce que c'est ce que je tiens à faire et que je tiens à continuer de proposer pour que ça ait un maximum de sens et d'impact aussi et bah, du coup, au bout d'un moment, quoi, je pouvais être limitée par rapport à ma capacité d'accueil. Donc je me suis dit: «Je vais faire un livre». Déjà, ça reste j'avais déjà fait des e-books et cetera jusque-là, mais ça n'a pas la même valeur, ça n'a rien à voir et du coup, donc j'ai publié en auto-édition ce premier livre et ce premier livre, il est tombé entre les mains, d'une personne merveilleuse qui, s'est dit, «Non mais il est d'utilité publique ce livre-là». Moi effectivement, à moi toute seule, j'avais une marge de possibilités et possibilités de communication qui était assez limitée quand même et elle m'a dit: «Il faut à tout prix qu'on trouve comment, le faire éditer chez une maison d'édition» et elle-même était éditrice et apporteuse d'affaires chez des maisons d'édition. Donc en fait, elle, connaissait bien, les éditeurs et elle, avait déjà en tête, auprès de quelle maison d'édition on pouvait aller toquer et comment leur apporter ça, leur amener le projet pour que ça puisse, bah, correspondre à leur ligne éditoriale et leur parler. Et donc c'est ce qu'elle a fait pour moi, pour les éditions Jouvence
et bah, ça a été génial. Donc du coup, en fait, les éditions Jouvence ont eu connaissance au départ de mon premier livre et là, à partir de là, on a, pris la décision ensemble, bah, de le refaçonner, hein. Donc là, on l'a complètement axé sur l'entrepreneuriat au féminin, tandis que le premier était plus, à destination de personnes qui se questionnaient sur leur place dans le monde du travail. Et donc voilà, là, on a pris un parti pris et donc c'est pas du tout le même livre que le premier, bien sûr. Il a été, enrichi, modifié, complété et cetera. Donc voilà, on ne retrouve pas la même chose et il est beaucoup plus orienté entrepreneuriat féminin. Mmh mh. Ouais, il est merveilleux. Donc comme je te disais en off, j'ai pas encore totalement terminé de le lire et je pense que quand, cet épisode sortira, j'aurai terminé de le lire. Mais déjà, j'en suis à peu près la moitié. Les petits exercices pour mettre en pratique, suite à tes explications sont vraiment, hyper intéressants. C'est un livre qui du coup, peut accompagner, dans toutes les phases de l'entrepreneuriat, pas seulement au début. Et tu le précises très bien d'ailleurs, tu le précises très bien d'ailleurs dès le début du livre, que même si on est déjà lancé, c'est toujours bien de se re-questionner sur, où on en est, comment on évolue et cetera. Et donc ces exercices-là sont adaptés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu du livre justement? Comment tu l'as, réfléchi? Comment, il a été remasterisé comme tu l'expliques, Mmh par mh. rapport à ton premier livre? D'ailleurs, je voulais repréciser, que l'auto-édition, c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui et c'est très courageux de l'avoir fait et la preuve, ça a permis, que tu sois repéré et que tu puisses sortir ton premier livre en édition donc bravo. Ouais, Donc bah, je te laisse nous expliquer, ce qu'il en est pour celui-là. et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que l'auto-édition, bah, ça permet quand même de donner vie à un projet qu'on a en tête, même si on a eu des portes, closes jusqu'à présent et ça peut représenter un tremplin. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs, si à un moment donné, on me ferme une porte, bah, je passe par la fenêtre, en gros. Donc l'auto-édition, c'est un petit peu comme ça et ça permet quand même de voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont pas pris au sérieux quand, je leur ai, soumis le projet initial. Bah, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait quand même parce que moi, ça me tenait à cœur, c'était utile et je sais que j'ai eu tellement de retours, positifs que je me dis que je suis convaincue, même si j'en avais eu un seul, que ça avait été utile pour une seule personne, c'était nécessaire. Donc voilà. Et puis, bah, souvent en tant qu'auteur aussi, quand on a l'idée d'un livre, c'est qu'on est parfois les mieux placés pour savoir que si ça nous tient autant à cœur, c'est parce qu'on a identifié qu'il y avait des besoins en face. Et par exemple, il peut y avoir, malheureusement des éditeurs qui ne sont pas, des spécialistes dans nos domaines à nous. Donc qui n'ont pas forcément cette visibilité-là du besoin en face, de ce qui correspondra au public en question et cetera. Et donc bah, parfois on est les mieux placés et les mieux placés aussi pour se battre et pour donner vie à ces projets-là. Et donc ce livre-là, bah, en fait, j'ai, souhaité, enfin j'ai essayé de faire en sorte, tu me diras ce que tu en penses en tant que lectrice, mais qu'il ne soit pas redondant, qu'on n'ait pas des gros blocs de texte, compliqués à lire et cetera. J'ai voulu qu'il soit vraiment très rythmé avec il y a même des pauses musicales, il y a des pauses inspiration, il y a de nombreux exercices. Je voulais que ce soit un petit peu un livre d'auto-coaching où on puisse, réfléchir, être actrice, de ce qu'on découvre là, de ce sur quoi on nous propose de travailler. Donc pour pouvoir créer ses propres solutions. C'est vraiment ça, moi l'idée. Je suis vraiment anti recettes, méthodes miracles et cetera, qu'on voit beaucoup passer, dans l'entrepreneuriat. On a assez d'injonctions comme ça, de pression avec lesquelles, il faut conjuguer, donc je voulais pas en rajouter une couche. Et donc voilà, c'était ça l'idée de proposer une lecture qui soit, légère, fluide, Mmh. dynamique, et qui permette de se poser des questions et de trouver ses propres réponses. Ouais, je suis complètement, en phase avec ce que tu dis parce que on a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui, par des entrepreneurs qui, sont au CAC 40, qui, ont, des milliers, des millions en chiffre d'affaires et qui nous disent, «Il faut oser, il faut se battre, il faut se lancer». Mais concrètement derrière, il y a quoi derrière se lancer, oser et cetera? Derrière tous ces questionnements-là, enfin toutes ces phrases motivantes, il y a aussi,
ce syndrome de l'imposteur, il y a aussi ce sentiment d'illégitimité par rapport à ce qu'on propose. Il y a cette notion de femme qui, pendant très longtemps, n'a pas été mise en avant dans l'aspect professionnel, qui s'est battue pour ses droits, etc. Et moi, c'est toutes ces questions-là que j'ai envie de mettre en avant aussi. Et au travers de ces 2 mois où on va parler d'entrepreneuriat féminin notamment, mais bon, c'est une question qui s'étudie, je pense, sur des années et des années. Et c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre. Au départ, j'ai vu la couverture, je me suis dit, et je vais pas te mentir, oh non, encore un livre où on va me dire que l'entrepreneuriat, c'est super et que je vais pouvoir réussir à me lancer sans problématique, etc. Et je me suis dit finalement, bon, je vais quand même lire la 4e de couverture et je vais lire les premières pages, parce que c'est ce que je fais en général quand je vais en librairie ou quand je vais dans les magasins découvrir des livres. Et c'est après coup que les éditions Jouvence me l'ont envoyé. Et quand j'ai lu, je me suis dit, ah oui, non, en fait, c'est pas du tout ça l'approche. Et quand j'ai commencé à le lire après l'avoir reçu, j'ai adoré ces petites phases, comme tu dis, musicales, où j'ai découvert des musiques que je connaissais pas et qui m'ont fait du bien. J'ai même écouté ces musiques pendant que je lisais ton livre, et je trouve ça hyper agréable. Et je pense que c'est ça aussi que tu proposes, c'est de lier un petit peu tout ce que tu mets dedans et qu'on puisse les utiliser comme on le souhaite. Et donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve qu'un livre, c'est quand même c'est vraiment largement plus puissant que juste un article de blog, ou voilà, c'est quelque chose qui reste, c'est un objet. Moi, dans le yoga, on essaye d'éviter de s'attacher aux objets, au matériel, mais il y a des objets qui sont sacrés, entre guillemets, qui sont importants et qu'on peut garder proche de nous. Et c'est vraiment le livre de chevet, le livre pour te remonter le moral quand t'es déprimé, si t'as, je sais pas, une problématique, t'as pas réussi à conclure avec un client ou t'as perdu un client, tu lis un petit chapitre de ce livre, tu te fais un petit rituel et hop, ça repart. Bon, je te fais la pub pour ton livre, mais je vais te laisser finir d'expliquer les chapitres, comment ça se compose, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti cette notion de je veux pas me lancer pour me lancer et faire comme tout le monde. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde d'être au CAC 40 et de gagner des millions. Il faut déjà commencer par la base et la construire petit à petit pour évoluer. Et cette notion de j'ai réussi, elle est personnelle à chaque entrepreneur, justement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je voulais respecter ça justement et pas imposer ou normaliser certains critères de réussite, certaines façons de faire, etc. Enfin, je suis absolument contre ces façons d'amener les choses. Et pour moi, c'était important justement de laisser la porte ouverte, de respecter chacune en fait. Moi, mon activité, je l'ai appelée ambition plurielle aussi parce que je veux mettre en avant le fait que, quelles que soient tes ambitions, que tu aies l'ambition de créer juste une solo entreprise ou d'aller jusqu'au CAC 40, ça te regarde, tu as le droit et c'est valable et ça compte. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et par rapport effectivement à toutes les lectures qu'on peut trouver qui sont faites, comme tu l'expliquais, hein, par des grands entrepreneurs hyper connus, etc. Ou en tout cas bien souvent qu'on érige en modèle dans l'entrepreneuriat, je voulais quelque chose qui soit cohérent par rapport à nos réalités, nous, de femmes entrepreneurs. Comme tu le disais, en fait, ce qui fait qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin, pour moi, c'est qu'il y a quand même des spécificités. Il y a des statistiques qui ont été faites à ce sujet, hein, mais par rapport aux motivations initiales, par rapport à l'investissement initial, par rapport au statut, par rapport au développement, etc. Il y a plein de caractéristiques communes. Et au-delà de ça, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat au féminin, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est important. C'est vrai qu'en début de podcast, tu disais que c'était peut-être aussi pour les hommes, pourquoi pas, qu'on allait expliquer ça. J'en profite. En fait, c'est pas exclusivement réservé au genre féminin. Quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, en tout cas quand j'en parle, après chacun y met ce qu'il veut, mais moi c'était pas pour exclure d'autres genres, c'était tout simplement pour parler d'un mouvement dans lequel tout le monde peut se reconnaître et tout le monde peut
s'y plonger. C'est pas, exclusif et fermé, mais en tout cas, voilà, c'était pour parler de ce que nous, en tant que femmes, on a peut-être eu à, combattre par ailleurs ou à affronter comme difficulté par ailleurs dans le monde du travail, qui étaient pas toujours simples, qui étaient parfois, discriminatoires, qui étaient parfois pas adaptés, qui étaient parfois, enfin voilà, dévalorisants et cetera, pas toujours top, en fait. Et donc, sachant tout ça, c'est de questionner qu'est-ce qu'on en fait dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, on va pouvoir choisir nos propres modes de fonctionnement, nos propres codes du travail, en fait, et qu'est-ce qu'on redéfinit pour créer quelque chose qui soit plus confortable, plus respectueux à notre égard, plus juste aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça la question qui se pose quand on parle, pour moi, de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, le champ des possibles est immense. Et toute personne qui voudrait aussi re-questionner les codes du travail traditionnels seraient les bienvenus dans, dans, dans ce mouvement, en fait. J'ai envie d'appeler ça un mouvement, en fait. Ouais, complètement. C'est vrai que souvent quand on lit entrepreneuriat au féminin, on se dit: «OK, bon, bah, c'est pour les femmes, voilà, ça s'arrête là». Mais en fait, les hommes aussi ont leur mot à dire, peuvent aussi soutenir, enfin, je l'expliquais dans ma newsletter, de juillet là, qui est sortie, dimanche quand on enregistre du coup. Les hommes peuvent être précurseurs de ça et Ouais. soutenir, les femmes, leurs femmes, dans leur foyer ou dans leurs, projets, heu et ça a été mon cas, personnellement. Je pense que je me serais jamais lancée, à temps plein si mon conjoint m'avait pas dit: «Non, mais aujourd'hui, tu Tout à tu fait. tu enchaînes, CDI sur CDI pour te rassurer, mais en fait, au bout d'un an, tu es lassée par chacun de tes jobs. Faudrait peut-être te poser la question autrement de qu'est-ce qui vraiment t'épanouirait?» Et donc du coup, bah, c'est en se re-questionnant et en parlant avec lui que je me suis rendu compte que c'était pas le salariat qui était fait pour moi, heu et donc je me serais peut-être jamais rendu compte si, j'avais été toute seule à prendre cette décision-là et j'aurais peut-être enchaîné les CDI en me disant: «Bah, non, mais c'est juste que j'ai envie d'évoluer», alors que pas du tout. C'était pas ça, le réel questionnement. Donc ils ont C'est ça. vraiment un rôle à jouer finalement dans cette, progression, dans cette expansion parce que peut-être que, en tant que femme, on a besoin de se sentir aussi plus soutenue que les hommes qui peut-être, certains, hein, pas tous, mais parlent moins, divulguent moins et font leurs projets, avec, leur énergie yang. Donc voilà. Et tout à fait, et les hommes, ils peuvent tout à fait être nos complices et ils peuvent tout à fait aussi se reconnaître à travers, ce qu'on va initier de nouveau également. Donc et vouloir suivre le mouvement parce que ce qui était, pas toujours, très juste et respectueux pour nous dans le monde du travail, il se peut que ça ne le soit pas non plus, davantage pour eux, hein, dans certains cas. Donc voilà, on a tous à y gagner en tout cas, en essayant de réinventer, des façons de travailler, plus bienveillantes à l'égard de tout le monde. Complètement. La bienveillance, c'est un mot qui doit revenir plus souvent, mais qui doit être, réellement bien utilisé. Parce qu'on Oui, l'entend à tout bout de champ, mais il faut vraiment, le penser comme, finalement, du partage, de la connexion entre les êtres et du voilà, de cette connexion qui va faire quelque chose de plus grand et va faire des réalisations personnelles et collectives. J'avais une autre question pour toi du coup. Est-ce que, donc, ce livre est sorti en 2021, il me semble? Si tu me en 2022, en mai Ah 2022. 2022, OK. Il est tout Donc jeune. il est tout jeune. Combien de temps ça t'a pris pour, le remasteriser par rapport à ton premier livre? Comment s'est passée en fait cette, réécriture? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de l'intérieur? Ouais. Eh bien, j'ai signé le contrat avec les éditions Jouvence en tout début septembre 2021 et dans le contrat, bah, voilà, on s'était mis d'accord, pour que le manuscrit final soit, rendu, fin décembre. OK. Alors c'est vrai que c'est une période pendant laquelle ça tombait très mal pour moi parce que en plus, de mon travail, hein, donc des formations que je dispensais et cetera,
Eh bien, avec mon mari, on s'occupait de la vente, de notre maison et d'un rachat d'une nouvelle et on a eu beaucoup de travaux, beaucoup de surprises et cetera. Donc ça a été très, très, très intense. Ceci dit, je le voulais tellement, depuis tellement longtemps que je me dis: «Bah, je vais me donner les moyens, tant pis». Donc c'était des fois des rythmes un peu de timbrés que je m'infligeais. Mais voilà, c'était tellement important pour moi de faire aboutir et de le faire bien, au mieux possible ce travail-là que, bah, voilà, je me suis donné la possibilité, puis je me suis reposée ensuite. Mais voilà, pendant quelques mois, ça a été très intense, je dois l'avouer. Donc j'avais des allers-retours réguliers avec, Lisa Schneider que je salue, qui est aux éditions Jouvence et qui m'a aidée en fait à bien, retravailler en fait, le manuscrit initial, hein, pour vraiment faire quelque chose de nouveau. Donc OK. heu, donc voilà. OK, très bien. Comme ça, on voit un petit peu l'envers du décor, mais j'imagine que finalement, avec tout ce qui s'est passé en même temps que cette écriture, ça a pu te guider et t'inspirer, pour certaines choses, à te dire: «Bon, bah, voilà, on peut pas, toujours, être sur tous les fronts, Mmh. il faut lâcher prise, certaines fois, mais qu'est-ce que le lâcher prise?» et cetera. C'est ça. Hem, Qu'est-ce que prendre pour soin de soi? Qu'est-ce que aller à l'essentiel dans son activité et cetera. Tout à fait. Ouais, exactement. Donc du coup, finalement, si ces choses-là sont arrivées en même temps que cette écriture, ce n'est peut-être pas pour rien, c'était peut-être pour t'envoyer Mmh. des messages et des apprentissages. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Est-ce que du coup, tu aurais, des petites anecdotes à nous partager, depuis ton lancement en 2015, heu et ce livre et cetera. Autre que donc ce challenge d'avoir écrit ce livre pendant une période qui était peut-être, difficile. Je pose toujours cette question parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, c'est important pour moi qu'un entrepreneur montre pas seulement cette jolie facette de «j'ai réussi, tout marche bien», mais nous explique un petit peu les challenges qu'il a rencontrés et comment est-ce qu'il a fait pour, trouver des solutions, les surmonter, si tu as quelques exemples à nous partager. Mmh. J'en ai, en abondance parce que c'est jamais lisse, l'entrepreneuriat, il y a des vagues, donc sur lesquelles on peut surfer par moments et il faut en profiter et dans les moments de creux de la vague, bah, faut aussi savoir, accueillir ça, parce que ça vient, nécessairement enfin ça c'est utile ces creux de vague aussi. C'est difficile sur le coup à accepter, mais plus vite on les accepte, plus vite ça passe aussi, je pense et à chaque fois, ça vient avec son lot de leçons, qui nous rendent plus fortes ensuite pour remonter sur la planche, et reprendre une nouvelle vague et voilà, donc ça, il y en a des tas, bien sûr, même depuis que je suis entrepreneur, depuis 2012, il y en a énormément. Bah, voilà, je pense par exemple à des périodes de baisse d'activité ou de complications liées à l'administratif, par exemple. Là, il y a quelque temps, ça a été un gros stress par rapport à mon organisme de formation, et par rapport au CPF, au compte personnel de formation, Mmh. parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit, d'arnaques autour de ça et c'est vrai que les gens ne voulaient plus en entendre parler du CPF, donc moi j'osais même plus prononcer ce mot-là dans ma communication. Et puis il y a eu aussi, des grosses menaces de contrôle, de déréférencement et cetera, de beaucoup d'organismes de formation. Là encore récemment, j'ai beaucoup de collègues qui en ont pâti et donc c'est beaucoup de stress à chaque fois parce que ça fait beaucoup de choses à gérer à moi toute seule, même si, bon j'ai une assistante pour, tout ce qui est, dossier administratif, dossier de formation pour ma clientèle. Mais bah, voilà, tout ce qui est, démarche qualité, tout ce qui est processus et cetera, législation, veille réglementaire et compagnie, je m'en charge seule. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à penser et à chaque fois qu'il y a, bah, voilà des mails de menaces, de déréférencement, des choses comme ça, auxquelles on a été, très, très, très nombreux à être, soumis, ça fait peur. Et ça implique, d'aller, bah, s'y plonger, même si c'était pas le bon moment, même si on avait d'autres choses de prévues et cetera. Donc en termes d'imprévus, dans son activité, bah, faut savoir gérer aussi tout ça. Et puis, bah, voilà, la charge de travail, l'angoisse et compagnie, c'est assez, lourd
En tout cas, par rapport à cet aspect-là de mon activité. J'ai eu une période là où c'était assez lourd. Donc, avec plein de questionnements de: «Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ça?» et cetera. Quand derrière on a beaucoup investi du temps, de l'énergie et même de l'argent, pour avoir les certifications Calliope et compagnie, voilà quoi. Donc voilà, mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat et j'ai envie de dire, même si c'était à refaire, je le referais parce que derrière la satisfaction, elle est tellement grande de pouvoir travailler comme je veux et cetera. Après ces aléas, hem sont là aussi pour, parfois renouveler ce qu'on propose, réactualiser, réinventer, trouver des solutions et c'est très stimulant, malgré tout, hein, même si, sur le coup, c'est jamais très agréable. Mais derrière, enfin, on en ressort toujours grandi. Mmh mh. Donc voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. En fait, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages, des évolutions qui nous font grandir, dans notre chemin entrepreneurial. Bah, merci pour ces partages. C'est sûr qu'on en a entendu beaucoup parler des CPF, Calliope et cetera. Donc, pour tous, ces personnes qui sont organismes de formation, le mot d'ordre, c'est accrochez-vous. Et ça va passer et puis vous réussirez à continuer à avoir votre certification et à pouvoir, proposer vos formations, via ces organismes. En tout cas, on Mmh. l'espère. Est-ce que tu aurais, c'est encore une autre question que j'ai l'habitude de poser, quelques conseils à nous partager pour, des entrepreneurs qui auraient envie de se lancer, mais qui rencontrent, des freins, des peurs, et que tu pourrais motiver? Je pense que tu as l'habitude de les motiver de par les coachings, donc est-ce que tu aurais quelques conseils qui sont pour toi primordiaux pour se lancer? Alors pour moi, ce qui est essentiel, c'est déjà de partir de soi. Dans le sens où, dès lors qu'on veut se lancer dans une activité, voire proposer des nouveaux services ou produits, qui qu'on a vus par ailleurs déjà, heu, ben, ça peut fausser un petit peu, le plaisir, et l'authenticité, qu'il y aura derrière cette proposition-là. Donc, moi je pense que j'essaye d'accompagner des personnes vraiment pour créer des entreprises uniques et durables, dans le sens, ben, qui leur ressemblent et qu'elles vont pouvoir s'imaginer faire longtemps et pour lesquelles elles vont pouvoir tenir la cadence longtemps aussi. Donc l'idée, c'est de partir de soi, déjà de ses besoins, de ses envies, de ce qui nous anime et même de notre personnalité, hein, parce que, bah, enfin, après, on peut choisir de mettre plus ou moins de sa personnalité dans son activité, bien évidemment, selon s'il y a certaines personnes qui sont introverties ou pas, ou de dire ou de ne pas dire certaines choses à propos de soi, bien évidemment. Mais ceci dit, moi, ce que j'encourage les personnes à faire, c'est à s'affirmer à travers leur activité. Parce que plus on va faire les choses à notre façon, plus on va se sentir à l'aise, plus on va pouvoir se démarquer de ce que d'autres font parce que, bah, la façon dont on aura de mener, ou de proposer certaines choses, elle ne ressemblera pas à d'autres. Parce que, par exemple, si on prend, appui sur, les différentes ressources qu'on a pu accumuler au cours de son parcours, bah, notre parcours, il est unique. Il y a pas 2 personnes qui ont le même donc si on fait une combinaison de: «Ah bah, voilà, j'ai fait prof de yoga à un moment donné, j'ai aussi été, je sais pas moi, comptable à un autre moment, etc. Si je combine ces différentes choses, si je les affirme, si, et ben voilà, ça va être ma marque de fabrique. Ça va me permettre de me démarquer et ça ne ressemblera pas, ça ne sera pas comparable avec le reste. Donc ça, c'est intéressant parce que pour toutes celles aussi qui ont peur de la concurrence, de ah ouais mais ça existe déjà, qu'est-ce que je vais venir apporter de nouveau, etc. Ben justement, en s'affirmant, on vient apporter quelque chose de singulier, de spécifique. Alors certes, on ne s'adressera plus à tout le monde, mais ça c'est OK. On s'adressera à son public de cœur, son public cible et c'est important aussi de ne pas vouloir faire, l'unanimité, mais d'y aller, franchement, par rapport à ce qui nous éclate, à ce qui nous fait vibrer et cetera, parce que c'est là où on va prendre du plaisir et où on va exceller. Et donc on apportera encore beaucoup plus de valeur, de qualité auprès, du public qui y sera sensible et c'est pas grave pour le reste. Et c'est ce qui fait que
dans un domaine, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on affirme ses singularités dans son activité et qu'on crée quelque chose de spécial, de reconnaissable, d'identifiable. Et ça a plein de vertus. Alors pour s'affirmer aussi, bah, ça implique un minimum au préalable d'apprendre à se connaître, à s'écouter et de se faire une place. Donc ça, c'est vraiment le prérequis. Donc ça serait la première étape que je pourrais Mmh mh. conseiller et qui peut se faire à tout moment dans son activité, qu'on soit lancé ou pas, hein, mais c'est important d'y revenir régulièrement en tout cas. Ouais, je te rejoins complètement pour ce premier conseil. Partir de soi, c'est l'essentiel. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. C'est ce que je répète tout le temps Mmh. à mes élèves, mais donc ça fait partie de tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu aurais un autre conseil à nous partager pour se lancer? J'aurais envie de dire aussi, ça va dans la continuité, ça serait aussi, heu, aller prendre avec un certain recul, voire un certain détachement, tous les bons conseils, tous les méthodes bien toutes faites qu'on va donner. Parce que, j'ai envie de dire: «Écoutez-vous d'abord», vous avez les bonnes réponses en vous, ça soyez-en certaines, et il n'y a pas de façon de faire qui soit plus valable qu'une autre. En tout cas, voilà, encore une fois, hein, dans l'entrepreneuriat, on a la possibilité de réinventer un petit peu les codes. Donc ça va servir à rien, par exemple, de s'infliger, certaines cadences, certaines horaires, certaines, je sais pas moi, organisations de son travail ou, écrin qu'on va donner à son activité, si ça ne nous correspond pas. Si par exemple, bah, voilà, je veux me lancer, dans le soin, pour, dans telle discipline et cetera. Donc bah, il me faut un cabinet à tout prix, parce que les autres font ça et cetera et il faut que je sois ouverte de telle heure à telle heure. Bah, non, parce que si déjà, enfin voilà, l'entrepreneuriat ça offre vraiment la possibilité de réinventer, de faire en fonction de soi, de ses besoins, de ses envies. Donc si déjà, tu y vas en t'infligeant des contraintes, que tu as peut-être pu fuir par ailleurs dans ta vie de salarié, que tu avais, avec lesquels tu devais conjuguer dans tes emplois salariés, bah, c'est pas pour recréer de nouvelles là, de contraintes qui ne te correspondent pas. Donc c'est vraiment partir de soi, faire abstraction un petit peu de tout ce qu'on dit qu'il faut faire ou de tous les modèles qu'on peut voir passer autour de soi et de réinventer les choses. Vraiment d'y aller à fond là-dessus, de se créer une activité sur mesure et encore une fois, si on s'écoute, si on fait en fonction de nous aussi, non seulement on sera bien, comme tu le disais, on sera bien avec son public, on sera bien avec les autres, on va pouvoir rayonner autour de soi beaucoup plus, et beaucoup mieux et puis, on va être à l'aise, ça va être confortable pour nous, donc ça s'en ressentira. L'énergie dans laquelle on se trouve, quand on est mal et cetera, ça a une incidence directe dans le bon fonctionnement de notre activité. Donc c'est pas un petit caprice là, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vraiment central, c'est vraiment très important de se prendre en compte parce que ça a trop d'incidence, dans le reste de son activité, dans le fonctionnement de son activité. Mmh mh. Ouais, je te rejoins, complètement là-dessus. C'est vrai que les 2 conseils sont étroitement liés, Mmh. mais il y a pas de hasard finalement. Le fait de se lancer à son compte, c'est aussi parce qu'on a besoin de s'exprimer, d'exprimer quelque chose qui est Mmh. enfoui au fond de nous. Il faut le trouver avant de se lancer et une fois qu'on l'a trouvé, effectivement, ben, on peut s'exprimer comme on le souhaite et on attirera, j'aime bien cette citation, j'aime bien dire ça: «On attire ce que l'on vibre» et donc ça fait partie des Mmh. énergies qu'on transmet finalement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu aurais un troisième conseil dans la lignée pour, nos auditeurs qui nous écoutent? Bah, j'aurais envie de donner comme conseil de lire le livre. Dans le sens où, en fait, bon, faire le parallèle avec ce conseil-là, mais vraiment parce que j'y crois, j'y ai mis vraiment tout mon cœur et tout le résultat de mon expérience d'accompagnement depuis des années donc et de ce que j'ai pu vivre moi, pardon, aussi, de ce qui m'a été utile et cetera donc vraiment mais en fait, au-delà de ça, c'est de prendre des temps pour soi. Heu, Là, la lecture de ce livre peut être un prétexte pour ça également. Prendre un temps pour soi, pour, s'accorder du temps, de l'importance, de l'espace, tout simplement, pour pouvoir, prendre du recul parfois sur son activité, sur comment on se sent, sur comment on fonctionne. S'il faut tout réinventer, il faut tout réinventer si besoin, c'est pas un souci. Il faut pas avoir peur de se regarder en face
par rapport à ça, parce que c'est vraiment constructif. Et dans ce livre, je mets un petit peu des balises de sécurité, en fait, pour se poser ces questions-là. On va pas partir dans tous les sens, tout remettre en question d'un coup, et cetera. Mais voilà, bah, j'essaye d'amener les choses avec beaucoup de bienveillance et de respect de la personne qui lira ce livre-là. En tout cas, voilà, prendre du temps pour soi, ça c'est primordial. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a une activité qui nous passionne, quand on est entrepreneur tout court, parce que en plus de la charge mentale qu'on peut avoir en tant que femme, qui est bien souvent plus importante que celle des hommes, malheureusement encore aujourd'hui, eh bien, quand on est entrepreneur, bah, j'ai envie de dire que ça peut exploser rapidement. Donc, et c'est important, et des fois on ne mesure pas. Et je le dis vraiment en connaissance de cause. Il y a quelque temps, vraiment, j'ai eu une surcharge de travail assez conséquente, et bah ça a pété. J'ai fait un petit burn-out. Je pense que c'était un petit burn-out quand même, parce que comparé à d'autres, c'était pas non plus trop dramatique. Mais voilà, et je ne suis pas à l'abri, même si je prodigue des conseils dans ce sens, etc. C'est quelque chose qu'il faut. En fait, je m'en suis pas aperçue. Je m'en suis pas aperçue que je prenais pas du temps pour moi. Je me suis laissée happer par mon activité, par tout ce que j'avais à faire, par le faire, et en oubliant un petit peu le côté être, le côté voilà, je me pose, je me repose, et voilà. Donc ça, c'est important, et c'est important à n'importe quel stade de son activité. Et on peut pas avoir suffisamment de lucidité, de clarté dans ses idées, dans sa façon de faire, si on prend pas parfois du recul et du temps pour soi. Alors voilà, c'est facile à dire, mais moi ce que j'aime bien proposer, c'est parce que nous, on a l'habitude en tant que femme, bien souvent, de s'occuper des autres, mais beaucoup moins de s'occuper de nous. Et bah, par exemple, si c'était bah, voilà, ta meilleure amie, ta fille, ton enfant, ou quelqu'un que tu adores, que tu aimes beaucoup, qu'est-ce que tu aimerais pour elle? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire pour qu'elle prenne du temps pour elle? Et bah, applique-le à toi. Parce qu'on est souvent forte pour le faire, pour le Mmh. proposer et le mettre en place pour les autres, mais pour soi, c'est un petit peu plus compliqué parfois. Donc ça peut être ça. C'est quoi prendre soin de soi? Bah, ça peut être, bah, déjà, commence par t'appliquer ce que tu recommanderais à d'autres. Ouais, ouais, ouais. Je suis Pardon. en train de je suis en train de noter ce que tu dis, et c'est exactement ça, ce que tu viens d'expliquer. On est souvent fort pour aider les autres, mais on a du mal à se l'appliquer à soi. Mais en fait, se faire passer en priorité, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de primordial pour justement être bien après avec les autres. Moi aussi, j'ai connu là durant cette année des phases très, très denses, très, très intenses, Mmh. où je me suis pas du tout fait passer en premier. Je faisais passer en premier mes clients, je faisais passer en premier les personnes qui m'étaient chères. Et au bout d'un moment, en fait, ben, il y a eu ce déclic, et pas qui n'est pas venu de moi justement, qui est venu des personnes extérieures, donc mes proches notamment, Mmh. qui me disaient: «Mais en fait, c'est pas possible. Là, c'est comme si, on vivait, Ouais, dans la même maison, mais qu'on était colocataires», par exemple. ouais, Et ouais. c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on est dans le flow, quand on est passionné par ce qu'on fait. Mmh. Et c'est aussi ça le danger, c'est de franchir cette frontière qui après, bah, sera peut-être irréversible, parce que on va passer le cap peut-être du burn-out. Et voilà. Et moi, ça s'est ressenti là à partir de début avril, où justement une énorme fatigue chronique. Et là, je me suis dit: «Ah oui, OK, donc j'ai peut-être un petit peu trop donné, heu, Ouais. tout le début d'année, et maintenant, va falloir juste se réhabituer à un rythme peut-être un peu moins dense, mais c'est pas pour autant que j'arriverai pas à tout faire. Juste, faut que je le fasse à mon rythme, que je trouve mon rythme.» Et donc c'est hyper important, ce dernier conseil pour moi, ce que tu viens de partager. Et effectivement, bah, le livre va beaucoup, beaucoup y aider. Hem Est-ce que tu aurais, pour terminer cet épisode, un dernier message à faire passer, ou quelque chose que j'aurais oublié de te poser comme question que tu avais envie de partager? Mais souvent à la fin des épisodes, je demande à la personne si elle a une petite dédicace, si elle a un dernier message, si elle a une citation qu'elle aime et qu'elle a envie de partager à nos auditeurs pour terminer. Mmh mh. Hem,
Écoute, j'hésite. Moi, ce qui me nourrit beaucoup aussi, c'est d'aller écouter le parcours d'autres entrepreneurs. Et j'aime beaucoup découvrir justement les histoires, comment elles en sont arrivées là, qu'est-ce qu'elles ont, comme me le posais comme question aussi, hein, qu'elles ont éventuellement rencontré comme difficultés, comment elles se sont relevées, etc. Euh, et je trouve ça très intéressant. Et dans le livre, justement, il y a une pause inspiration. Là, ce qui me vient, c'est la pause inspiration avec le récit du parcours de Valérie Zanon. Et voilà, ça sera pour finir avec un sorte de petit clin d'œil et une petite pensée à emporter sur laquelle méditer. Mais en fait, dans son récit, elle raconte que finalement, elle réalise que en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, il y a plein de choses qu'elle faisait en étant petite qui étaient sous forme de jeu et en fait qui représentaient comme une forme d'entraînement à ce qu'elle fait aujourd'hui. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait réfléchir à mes jeux d'enfant à moi aussi. Et je me dis, ah ouais, tiens, tu vois, moi aussi j'ai lancé un podcast, je me dis, mais j'enregistrais avec mon petit magnétophone Fisher-Price, là, des petits épisodes de radio, des trucs comme ça. Ah ben tiens. Et puis je me rappelle que j'ai toujours aimé jouer à la marchande, avoir ma propre boutique, mais être ma propre chef d'entreprise, etc. Enfin, et il y a plein de petits trucs qui me font tilt comme ça. Et puis j'ai retrouvé aussi il y a quelques temps un petit mot, parce que j'aimais beaucoup écrire aussi, j'avais un carnet secret, etc. Et puis j'ai retrouvé un petit mot dans lequel il disait, ouais, quand je serai plus grande, j'écrirai un livre. Et un gros livre, etc. Bon, ben moi c'est un petit pavé quand même. Et je me dis, waouh, et tout. C'est comme si j'avais un peu à cette époque-là, la mémoire du futur, en fait, comme si j'avais prédit que j'allais écrire un livre un jour, etc., alors que je me destinais pas forcément à ça. Hein. J'ai pas fait des études littéraires ni quoi que ce soit, pas le profil classique d'écrivain que l'on nous donne à voir. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, d'aller se plonger un petit peu dans ce qu'on faisait enfant, parce que ça peut donner plein de... Enfin, on peut avoir plein de petits clins d'œil quoi, sur ce qu'on fait actuellement, se dire « Ah ouais, quand même, il y a des coïncidences, etc. » Et ben si on pouvait, dans ce mot de la fin, du coup, la traduction, ce serait: «Et si finalement, en tant qu'enfant, on n'était pas déjà les entrepreneurs de nos vies?» Mmh. Carrément. En tout cas, je pense qu'en tant qu'enfant, on était, peut-être, on ose plus audacieux, que ce qu'on peut l'être adulte. Et donc, bah, finalement, pour être entrepreneur, est-ce qu'il faudrait pas un peu renouer avec son âme d'enfant, avec ses jeux, avec le plaisir qu'on prenait à jouer, à travailler peut-être? Et ça c'est intéressant de mettre de ça, je pense, de notre âme d'enfant dans notre activité aussi. Parce que c'était cette insouciance qu'on avait qui faisait qu'on osait complètement faire les choses, qu'on se posait pas la question de comment ça allait se passer, on n'anticipait pas tout, on vivait en fait l'instant présent et on essayait et puis si ça marchait, c'était super, si ça marchait pas, on réessayait avec d'autres méthodes. En tout cas, effectivement, je pense que pour ce mot de la fin, peut-être que se reconnecter à son enfant intérieur, c'est primordial pour se lancer à son compte, pour justement s'ouvrir à sa créativité, à soi et à ce qu'on a envie de développer pour notre entreprise et notre futur professionnel et personnel. En tout cas, merci beaucoup à toi, Manon, pour ces partages. Merci pour ta confiance, pour ton temps. Et puis, je te dis à très bientôt, j'espère. Et puis, j'incite une nouvelle fois et une dernière fois nos éditeurs à découvrir ton livre parce que ça peut vraiment les accompagner d'une très belle façon. Merci à toi, Alexandre, et merci pour tes jolies questions. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.